Aujourd'hui, prenez vos bottes, votre loupe et votre épuisette car nous partons admirer les reptiles, les amphibiens, les poissons et les crustacés au Petit Palais. Toutes ces bestioles, on va les retrouver sur un grand plat ovale à décor de rustique figuline, avec un L datant de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, en terre vernissée, qui mesure presque 50 cm de long pour 37 cm de large et qui est conservé au Petit Palais. Alors pour commencer, cet objet est un objet d'apparat, donc conservé dans son intérieur sur un dressoir par exemple. Alors c'est un mythe, cette histoire de soupe, et plus vous prenez de la soupe, plus vous voyez les animaux qui sont au fond du plat, qui sont censés composer cette soupe, bien sûr. Non, on ne fait pas ça, ni aujourd'hui, ni il y a 500 ans. C'est un objet fait à la main, avec des matériaux qui sont fragiles, qui ont coûté cher à l'époque. Non, en plus on a fait 50 tests pour arriver à un exemplaire quasi parfait, sans le péter ou le cramer, donc c'est certainement pas pour mettre du bouillon dedans. Ensuite, c'est une œuvre qui date de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, et Bernard Palissy étant mort en 1590, il se peut que ce ne soit pas une œuvre directement réalisée par lui, mais par un continuateur direct. Mais étant donné la conception de travail et les techniques de travail de Bernard Palissy dont je vais vous parler, je vais considérer que cette œuvre est une œuvre de son esprit et donc qu'on peut rattacher directement à son œuvre. Donc notre plat, ça peut être rebutant a priori, mais si vous allez au-delà des apparences, c'est très intéressant, regardez bien. Un bassin comme le bord d'une mare ou d'une rivière. La terre brune, humide, détrempée même, la mousse, les feuilles des arbres tombées juste à côté de l'eau ondulante, cette végétation très reconnaissable et comme salie par la terre et la boue, et toute cette vie grouillante, ces grenouilles toutes luisantes comme si elles venaient de sauter hors de l'eau, elles aussi salies par la terre, ces serpents, l'orvet et la couleuvre au centre qui sont très reconnaissables, recouverts de la boue dans laquelle ils rampent, le lézard, les coquillages, les escargots, les insectes, cette magnifique libellule, ces poissons qui brillent et reflètent la lumière réfractée par l'eau, qui composent leur milieu et dont ils semblent émerger, c'est l'image absolue de réalisme, de naturalisme, de ce que vous pourriez voir en marchant dans une forêt. Une œuvre pareille, c'est de l'intelligence figée dans le temps. Et l'intelligence de notre artiste se reflète dans sa maîtrise de 3 éléments. D'abord, de maîtriser l'effet de matière et de l'utiliser comme moyen esthétique. La terre vernissée, c'est une poterie, une terre argileuse, qui subit une première cuisson pour la figer. Et le premier aspect de cette maîtrise de la matière, c'est justement le travail de cette terre. Vous voyez avec le dessous du plat, toutes ces couleurs, ce n'est pas juste le fait d'usage d'oxyde coloré, mais également le fait de terres différentes et de différentes couleurs. Palissy était à ce point scientifique de son art qu'il prenait des échantillons de terre partout en France, voire dans d'autres pays, pour les essayer en céramique. Et il travaillait cette terre, ces terres, parfois colorées de façon expérimentale, d'une façon propre et pendant des heures, pour arriver à un amalgame, une consistance, un rendu qui lui convenait et qui donnait cet aspect marbré caractéristique. Et Palissy était un homme à ce point secret que lorsqu'on lui demandait sa technique, eh bien, il répondait très vaguement, c'est-à-dire qu'il vous donnait la liste de ses ingrédients, mais sans vous donner les quantités, donc vas-y pour reproduire la recette. Ou bien il vous répondait que la science se manifeste à ceux seuls qui la recherchent. Et après le travail de la terre, eh bien, on pose un enduit qu'on appelle une glaçure sur la surface et qui a un effet brillant, donc c'est ça qui donne vie à ces créatures, qui leur donne une texture, et il y a une double fonction puisque ça rend plus résistant le décor. Et si on veut être précis, eh bien, c'est plus compliqué que ça parce que Palissy mélange en fait 2 types d'enduits sur ces surfaces. D'une part, les émaux plombifères qui sont transparents, qui vont recevoir une coloration, et d'autre part, les émaux stanifères qui eux sont opaques. Et ça va lui permettre de jouer sur les reflets et sur les textures. Dans la réalité, une grenouille qui sort de l'eau sera encore recouverte d'une fine pellicule aqueuse et la lumière se reflètera de la même façon. Donc la glaçure de la terre cuite ici permet de rendre cet effet du milieu aquatique humide et forestier. Alors cette glaçure, ce n'est pas qu'une matière à effet brillant, c'est aussi l'objet du travail de Palissy quant à la couleur. Palissy, c'est un coloriste extraordinaire. Vous pouvez aimer les couleurs pures, un beau bleu, un beau rouge, intensité de l'émotion, bon. Mais une pièce pareille, si elle était faite avec des couleurs pures ou si elle était faite avec des couleurs neutres ou de couleur terre, je ne suis pas sûr que ça aurait le même impact et, oserais-je dire, je ne suis même pas sûr que ça aurait un intérêt. C'est-à-dire que ce serait trop simple. Mais là, lorsque vous voyez cette pièce, ce qui vous frappe de joie ou de dégoût, c'est
la vraisemblance. Les formes et surtout les couleurs dont on parle, ils sont pour beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs hyper réalistes. Parce que Palissy cherche la couleur naturelle, notre couleuvre du centre. Elle n'est pas grise nuancée ou verte nuancée, elle est couleur couleuvre. Alors, il y a un but de richesse de la couleur aussi pour Palissy, un jeu de contraste. Les couleurs qu'il utilise sont variées, mais ce sont les couleurs disponibles pour tous les artistes de l'époque en Occident, sous forme de sel métallique, donc le bleu cobalt, le vert de cuivre, le jaune antimoine, le violet manganèse. Ce qui est intéressant, c'est la vraisemblance de traitement. Pour arriver à cet effet sur un animal, il faut doser tous ces oxydes à la perfection. Ce sont de vraies formules chimiques que seul Palissy connaissait. Et le dosage au XVIe siècle, eh bien, c'est quand même pas la même chose que le dosage facile d'aujourd'hui. Et puis regardez à certains endroits, là par exemple, la feuille verte, marron, bleu, beige. Bon, entre les débordements de couleurs émaillées qui peuvent se produire pendant les appositions ou les cuissons, ou les ratés, ce n'est pas grave. Mais sans dire que c'était voulu, ça renforce une certaine cohérence colorée. L'ambiance de la pièce n'est pas défaite. Au contraire, ça montre que, comme dans la nature, les couleurs se mélangent. Donc, dites-vous bien, avec le nombre de couleurs qui sont apposées sur une même pièce, avec la difficulté que c'est de composer la bonne formule chimique avec tous ces ingrédients, lequel va résister à telle ou telle température, plus ou moins chaud, c'est un nombre incroyable, considérable de tests et de ratés. Donc un coup, la couleur est trop foncée, un coup c'est trop clair, un coup c'est toute une couleur sur une même pièce qui est noircie à cause du feu, ou carrément c'est toute une pièce qui a complètement flambé, ce qui fait que la pièce finale, celle qu'on réussit, elle est rarissime, et elle est d'autant plus précieuse, parce que avant elle, il y a eu un nombre considérable de pièces qui ont été réalisées. Maîtriser la couleur, donc, c'est un but qui révèle autant de la science que du réalisme de la pièce. Parce que si cette pièce est intéressante, c'est aussi pour la maîtrise de la représentation de la nature. Et cette maîtrise naturaliste qui passe eh bien, par la proposition variée de divers animaux, donc les reptiles, les amphibiens, les escargots, les coquillages, les crustacés, les poissons, donc qui sont aussi vrais que nature, eh bien, Palissy a dû les observer, les dessiner en détail. Mais pour les représenter en terre cuite vernissée, il a une technique bien particulière. Normalement, pour une pièce de ce genre, on sculpte la matière, c'est-à-dire qu'on fait sa forme, on ajoute, on assemble et on fait les finitions. Et Palissy, qui était motivé à créer cette illusion de vie et de nature vivante, ne s'est pas contenté de reproduire ces animaux, il en a fait des moulages. Et donc là, c'est l'aspect un peu terrible de la pratique, c'est-à-dire que ces animaux, eh bien, on les capture, on les tue le plus vite possible, ou bien on les conserve au mieux, et enfin, eh bien, on les met en scène, et si besoin, avec des fils métalliques. Et enfin, eh bien, on fait le moulage. Donc avec de l'argile, on forme un négatif, dans lequel on va verser du plâtre pour obtenir un positif. Donc in fine, on a un modèle qui est réutilisable, assemblable pour créer une pièce entière. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de ces modèles pendant les fouilles archéologiques aux Tuileries, là où Palissy avait son principal atelier. Donc voilà pourquoi les animaux de Palissy sont aussi réalistes. Donc pour obtenir ces trois qualités, vous vous rendez bien compte maintenant du travail du titanesque que ça représente en termes de four, de température, de calcul de la viscosité de la glaçure, du stockage des animaux, du type de terre, des sels, des oxydes métalliques, du calcul de la mesure exacte de toutes ces matières, de la composition, de la recomposition pour arriver à une pièce finie. Mais qu'est-ce qui a pris à Bernard Palissy pour faire tout ça, et pour le faire de cette façon-là? Eh bien, la réponse est dans son époque. Bernard Palissy est né à Agen vers 1510. Il est d'abord maître verrier, puis il travaille sur l'émail blanc. D'ailleurs, il va passer presque toute sa vie à travailler dessus. Et également sur l'émail vert. Donc vous voyez, son premier travail, c'est un travail sur la couleur. En 1548, il est à Écouen, sous la protection du duc Anne de Montmorency, et il réalise donc pour le château d'Écouen une grotte rustique. C'est-à-dire que notre plat, donc les animaux, la glaçure, tout ça, mais en grotte. Donc ça devait être quand même assez extraordinaire. Après ça, en 1563, il obtient le titre d'inventeur des rustiques figurines du roi. Et il se rapproche surtout de la reine, donc Catherine de Médicis, pour qui il va faire
en son palais des Tuileries, donc dans les années 1565-1567, une grotte. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez deux personnages, mais parmi les plus puissants, les plus importants du royaume de France, qui commandent pour leur résidence principale une grotte avec sur les murs des coquillages, des crustacés, des poissons et des serpents. Bon, vous imaginez du coup l'importance que ça a et le goût que ça doit être à l'époque. Bon, après ça, je rappelle que le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est 1572, et donc qu'on massacre les protestants. Palissy étant protestant, lui-même, il ne survit à ce massacre qu'en fuyant, et donc en se réfugiant à Sedan. Mais lorsqu'il revient à Paris, son amitié avec la reine ne lui sera absolument pas profitable, et il mourra emprisonné à la Bastille en 1590. On est en tout cas sûr que Bernard Palissy incarne un goût précis à la Renaissance. Mais qu'est-ce que c'est que ce goût? Donc, le goût pour les terres vernissées, oui, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, bon, on essaye d'imiter les faïences italiennes, ça d'accord. Mais également, la mode est à l'observation de la nature. Donc le naturalisme, c'est une quête des cabinets de curiosité. C'est la mode, c'est les grandes heures des cabinets de curiosité en France à ce moment-là. Donc ce sont des petites pièces réservées aux propriétaires de la demeure et à ses invités sélectionnés qui contiennent une accumulation d'objets de nature superstitieuse, magique, alchimique, des œuvres d'art, des objets de science ou des voyages, etc. Donc un Bernard Palissy qui arrive à ce moment-là avec de l'anatomie, de la nature, tout ça en terre cuite. Eh bien, à cela vous ajoutez 2-3 symboles alchimiques, un lézard qui se mord la queue, bon, l'ouroboros, tout ça, on est dans le thème. Mais quel combo magnifique! Tout ce à quoi les gens aisés s'intéressent à ce moment-là, tout est là. Donc on est parfaitement dans le goût Renaissance. Cette époque, c'est l'époque du maniérisme en France, en Europe, donc qui est représentée dans tous les arts, par exemple avec la peinture d'Archibald, que vous connaissez déjà sûrement, jusqu'à l'orfèvrerie avec Wenzel Jamnitzer, donc qui sont tous les deux des contemporains de Bernard Palissy et qui font un travail naturaliste qui est très proche du sien. Et Bernard Palissy qui représente lui-même très bien le maniérisme dans les arts décoratifs. Avec tout ça, vous comprenez que beauté et esthétisme sont deux choses différentes. Bernard Palissy a été très imité au XIXe siècle quand on voulait réutiliser les anciens styles, donc on parle du néo-gothique ou du néo-renaissance. Bon. Mais aujourd'hui, Bernard Palissy, ça représente quoi? Alors, on ne va pas se mentir, les serpents, c'est pas très à la mode pour le commun des mortels. Mais cette pièce, si vous ne la trouvez pas esthétique, elle est quand même magnifique. C'est une très belle pièce parce qu'elle fige la nature et le temps dans son aspect le plus authentique. Bon, au prix de nombreuses petites bestioles sacrifiées, mais on est à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, donc vers 1600, et à ce moment-là, on ne peut pas faire mieux que Bernard Palissy dans les arts décoratifs pour figer la nature et figer le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre attention. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.